Ma famille a abandonné ma fille dans les bois, dans une zone où il y a des loups. Ma famille a mis la vie de ma fille de 17 ans en danger en l'abandonnant dans les bois, dans une région connue pour abriter des loups. Elle a besoin de s'endurcir, a dit mon père, d'un ton désinvolte. Tu fais toujours autant de drames, a ajouté mon frère. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 3 jours plus tard, leurs vies ont commencé à s'effondrer. J'étais dans la cuisine de mon père, les yeux rivés sur l'horloge, et je remuais des pâtes qui n'en avaient pas besoin. Ils auraient dû être de retour à cette heure. Mon père, mon frère, et ma fille. Ce n'était qu'une simple randonnée d'une journée, du genre dont on se vante sur Facebook. Rien de dangereux, sauf qu'ils avaient 1 heure de retard. Et mon père n'est jamais en retard. J'ai vérifié mon téléphone pour la 10e fois. Pas de message. Pas d'appel manqué. Juste le silence. Je me suis dit de ne pas m'inquiéter. C'est ce que font les parents, n'est-ce pas? Prétendre qu'ils ne paniquent pas. Puis, la porte d'entrée s'est ouverte brusquement. Des rires. Des bruits de bottes. Une rafale d'air froid. Mon neveu de 12 ans, Connor, a crié quelque chose à propos d'avoir battu son grand-père à la course jusqu'à la voiture. Sa sœur de 9 ans, Brooke, agitait un bâton comme un trophée. Mon père et mon frère, Jason, sont entrés ensemble, et mon père lui a donné une grande claque dans le dos, souriant de cette manière qu'ont les hommes quand ils pensent venir d'accomplir un acte héroïque. Ma fille, Haley, n'était pas là. J'ai attendu, un sourire automatique aux lèvres. Peut-être qu'elle était juste derrière eux, en train d'enlever ses chaussures. Où est Haley, ai-je demandé. Oh, a dit mon père, riant encore à moitié. On l'a laissée là-bas. Tout le monde a gloussé comme si c'était la réplique d'une sitcom. C'est drôle, ai-je dit. Alors, où est-elle, en réalité? Jason a haussé les épaules. Non, sérieusement. On l'a laissée. Mon sourire s'est effacé avant que je puisse le retenir. Qu'est-ce que tu veux dire par vous l'avez laissée? Elle s'en sortira, a dit mon père en accrochant son manteau. Elle avait besoin de s'endurcir. Ce mot. Besoin. L'effet d'une boisson glacée versée le long de ma colonne vertébrale. Vous avez laissé ma fille. Dans les bois. Jason a levé les yeux au ciel. Ne commence pas. Elle n'arrêtait pas de se plaindre. Il lui fallait un peu d'indépendance. Elle a 17 ans, ai-je dit. Ce n'est pas de l'indépendance, c'est. Point la vie, a terminé mon père. Elle ralentissait tout le monde. Ça lui fera du bien de rentrer à pied. Connor a ri. Elle était tellement agaçante. Brooke a gloussé comme si c'était un jeu. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Haley. Pas de réponse. J'ai réessayé. Messagerie vocale. Encore une fois. Rien. Où exactement l'avez-vous laissé? Mon père a fait un geste vague de la main. Après la crête. Elle connaît le chemin du retour. J'ai ouvert Google Maps, zoomé sur le nom du sentier qu'il avait mentionné. 6 heures de marche jusqu'à la route la plus proche. L'avertissement en bas de l'écran indiquait « Zone de faune active, présence courante de loups et d'ours ». J'ai levé les yeux. Vous l'avez laissé à 6 heures de marche, dans une zone connue pour ses loups? Mon père a soupiré, comme si c'était moi qui l'épuisais. Elle n'est pas en sucre. Jason s'est appuyé au comptoir. Tu recommences à faire ton drame, Aaron. Encore ce mot. Drame. Le favori de la famille. J'ai continué d'appeler. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Toujours la messagerie. Toujours rien. J'appelle le 911, ai-je dit. Mon père a ri. A vraiment ri. Tu te couvres de ridicule. Alors soit, je serai ridicule, ai-je lâché, et j'ai lancé l'appel. La voix de l'opératrice était calme, professionnelle. J'ai expliqué ce qui s'était passé. 6 heures de distance, une mineure, aucun contact depuis 4 heures. Elle m'a transféré au shérif du comté. Je leur ai donné tous les détails auxquels je pouvais penser, vêtements, âge, nom du sentier, depuis combien de temps elle était seule. Ils m'ont dit qu'ils envoyaient une équipe de recherche immédiatement. Quand j'ai raccroché, la pièce semblait trop lumineuse. Mon père secouait toujours la tête. Elle sera à la maison avant que tu n'arrives, a-t-il dit.
Tu vas te sentir idiot. Vous avez laissé mon enfant seul là dehors, ai-je dit. Est-ce que vous vous entendez parler? Il n'a pas répondu. J'ai attrapé mes clés et je suis parti. Le trajet a duré une éternité. 3 heures d'autoroute déserte, le genre de trajet qui vous pousse à prier, même si vous ne croyez en rien. J'ai gardé mon téléphone branché, appelant encore et encore entre les mises à jour du bureau du shérif. Chaque fois, la messagerie vocale. Chaque fois, le silence. Ils m'ont dit qu'une équipe au sol était sur place, avec des lampes de poche et des chiens. Ils n'avaient encore rien trouvé. Quand je suis arrivé à la station-service près du début du sentier, il était près de minuit. J'étais assis là, le moteur au ralenti, les mains agrippées au volant, essayant de ne pas imaginer tous les gros titres possibles. Puis mon téléphone a sonné. Maman? Sa voix était tremblante, un mélange de larmes et de fureur. Où es-tu? Tu vas bien? Non, je ne vais pas bien. Ils m'ont laissé dans les bois. Qui fait ça? Je n'arrêtais pas de penser que c'était une sorte de blague, mais ensuite la nuit est tombée. Elle s'est interrompue, respirant difficilement. J'ai trouvé un magasin. S'il te plaît, viens. Je ne me souviens pas de la moitié du trajet qui a suivi. Je me souviens juste de la lueur d'une enseigne de supérette et de la voir, assise sur le trottoir, enveloppée dans la veste trop grande de quelqu'un, de la saleté sur son jean, les yeux rouges. Quand elle m'a vu, elle s'est levée, a essayé de sourire, a échoué, et a fondu en larmes. Ils sont juste partis, a-t-elle sangloté. Papy m'a dit de regarder le panneau, et quand je me suis retourné, il n'était plus là. Je pensais que c'était une blague. J'ai attendu. Il a fait nuit. J'ai entendu quelque chose bouger dans les arbres. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste prise dans mes bras et je l'ai serrée jusqu'à ce qu'elle arrête de trembler. Sur le chemin du retour, elle était assise sur le siège passager, silencieuse, serrant la veste empruntée comme une armure. Toutes les quelques minutes, je jetais un coup d'œil de côté pour m'assurer qu'elle était toujours là. Chaque fois, elle y était, respirant lentement, regardant par la fenêtre. Les lumières des voitures qui passaient scintillaient sur son visage, comme un battement de cœur. Quelque part entre une ville et la suivante, elle s'est endormie. J'ai continué de rouler. À ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais très bientôt, leur vie allait commencer à s'effondrer. On ne se réveille pas un jour en cessant d'être la risée de la famille. C'est plutôt un long et lent désapprentissage. Des années à rire avec eux pendant qu'ils vous pointent du doigt, jusqu'au jour où le rire reste coincé quelque part derrière vos côtes. Mon frère Jason est né le premier. 2 ans de plus bruyant, plus facile. Mon père nous appelait, l'équipe et le suiveur. Devinez lequel j'étais. Ma mère était là, mais pas vraiment. Elle flottait dans la maison avec un magazine, hochant la tête sans écouter. La version émotionnelle d'un bruit de fond. Si tu avais peur, on te taquinait. Si tu pleurais, on se moquait. Si tu refusais d'en rire, tu étais difficile. À 10 ans, je pouvais déjà entendre comment le rire devenait plus acéré chaque fois qu'il m'était destiné. Ça commençait toujours de la même manière. Mon père, avec sa voix de coach de motivation, allez, Aaron. Ne sois pas un bébé. Puis Jason, répétant à voix basse, juste assez fort pour que tout le monde entende. Ils appelaient ça, forger le caractère. Quand j'avais 8 ans, mon père a décidé que nous allions tous descendre le plus grand toboggan du parc aquatique. J'ai dit non. Il a souri comme si c'était adorable, m'a attrapé le poignet et a dit, tu me remercieras plus tard. Ce ne fut pas le cas. J'ai mal heurté l'eau, j'ai fait un plat si violent que le maître nageur m'a demandé si ça allait. Je suis remonté, haletant et humilié. Jason a ri si fort qu'il a failli tomber des marches de la piscine. Ce soir-là, mon père m'a dit que je devais m'endurcir si je voulais un jour survivre dans ce monde. J'avais 8 ans. Le monde, apparemment, était déjà à mes trousses. Maman est partie quand j'avais 12 ans. Elle a dit qu'elle avait besoin d'une pause. Puis elle l'a prise et n'est jamais revenue. Plus tard, nous avons appris qu'elle avait déménagé dans un autre état avec quelqu'un d'autre. Mon père a dit qu'elle était faible. Que c'était ce qui arrivait quand les gens ne pouvaient pas gérer la vie. Jason a hoché la tête comme s'il venait d'apprendre quelque chose d'important. Je me souviens d'être debout au comptoir de la cuisine, avec un verre de lait qui n'avait soudain plus aucun goût. Mon père m'a regardé et a dit, tu ne vas pas pleurer pour ça,
n'est-ce pas? J'ai dit non. Je l'ai fait quand même, en silence, plus tard, là où il ne pouvait pas me voir. À 17 ans, j'ai rencontré un type qui ne se moquait pas de moi parce que j'avais peur des montagnes russes. Il trouvait ça mignon. Ça ressemblait à de l'amour. Ça n'en était pas. Il est parti avant la naissance de Haley. À 18 ans, j'étais de retour chez mon père avec un nouveau-né, me disant que c'était temporaire. Il tenait Haley comme si elle était un accessoire dans l'un de ses discours. Celle-là, elle va être forte, disait-il. Pas de pleurnicheries inutiles. Avant même qu'elle ne sache parler, il la qualifiait déjà de « sensible ». J'ai déménagé après un dîner particulièrement pénible où il m'a dit que Haley avait besoin d'un vrai homme dans sa vie. Je me souviens l'avoir attachée dans son siège auto ce soir-là, sa petite main agrippant mon pouce, comme si elle savait exactement ce que nous laissions derrière nous. Nous avons trouvé un 2 pièces au mur si fin qu'on pouvait entendre les voisins se disputer. J'ai fait le service, nettoyé des bureaux, pris tous les boulots qui payaient à temps. J'ai gardé un bocal au-dessus du frigo, étiqueté « Fonds pour l'université », même quand il ne contenait que de la petite monnaie. Chaque fois que je voulais abandonner, je regardais Haley dormir, les cheveux sur le visage, une main serrant encore un livre, et je lui promettais à voix haute qu'elle ne se sentirait jamais petite dans sa propre famille. Jason, pendant ce temps, est devenu la réussite de la famille. Marié à Nicole, il a acheté une maison, à Uconor et Brooke. Mon père les adorait. La continuation parfaite de « l'équipe ». Les réunions de famille se sont transformées en spectacles. Mon père se vantait du travail de Jason, des trophées de foot de Connor, des notes de Brooke, puis il se tournait vers moi et disait « Et Aaron travaille dur aussi, n'est-ce pas ?» Comme si j'étais une sorte de conte moral sur ce qui arrive quand on ne s'endurcit pas. Quand Haley a été assez grande pour avoir des opinions, les comparaisons ont commencé. Elle est trop silencieuse. Elle n'est pas sportive. Elle lit trop. Elle était comme moi. Je lui ai dit de laisser couler. Peut-être que je n'aurais pas dû. Chaque fois qu'il le disait, je voyais ses épaules s'affaisser un peu plus. Il y a quelques années, mon père a pris sa retraite. Grand discours, petite fête, nouvelle petite amie. Tricia. Elle était assez jeune pour m'appeler « mon chou », sans ironie et portait des tenues de sport comme si c'était une personnalité. Mon père l'a fait emménager à temps partiel. Il a acheté un nouveau camion, a fait des excursions, aventures, et a commencé à poster des photos légendées, la vie n'attend personne. Haley et moi gardions nos distances, mais parfois nous étions invités à dîner parce que, comme le disait mon père, la famille doit rester soudée. Cela signifiait généralement que je cuisinais et qu'il se plaignait de l'assaisonnement. Pourtant, je continuais à venir. On ne peut pas réparer ce qui est cassé si on arrête d'essayer, n'est-ce pas? Puis il y a eu ce voyage. Mon père a appelé ça un « week-end de cohésion ». Jason amenait les enfants. Il ferait de la randonnée, peut-être qu'après une nuit. Il a dit que Haley devrait venir. Bon pour elle. Un peu d'influence masculine. J'aurais dû dire non, mais Haley voulait y aller. Elle disait que ça ferait plaisir à son grand-père. J'ai passé ce vendredi à l'aider à faire son sac. Elle a demandé si elle devait apporter son jeu d'échecs. J'ai dit que probablement pas. Il se moquerait d'elle. Elle a ri et a dit « Je survivrai ». Je l'ai embrassée sur le front et lui ai dit de m'appeler quand ils arriveraient. Elle a levé les yeux au ciel et a dit « Tu t'inquiètes trop ». C'était la dernière conversation normale que nous avons eue avant que tout n'éclate. Avec le recul, chaque pièce de ce qui s'est passé prend un sens terrible. Les leçons, les blagues, les règles sur le fait de ne pas être dramatique. Tout cela a mené à ce moment où mon père a pu laisser une jeune fille de 17 ans seule dans les bois et appeler ça de l'amour. Et je l'ai laissé partir parce que je croyais encore que, au fond, il tenait à elle, parce que je voulais qu'elle ait une famille plus grande que juste moi. Il s'avère que l'une des choses les plus difficiles dans le rôle de parent est de réaliser que votre enfant n'a jamais été en sécurité avec les gens qui vous ont élevé. Quand les gens disent « tout va bien maintenant », ils veulent généralement dire que ça ne saigne plus. Haley a dormi la majeure partie du lendemain. Moi non. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais des arbres, une route vide, et des phares qui n'étaient pas les miens. Vers midi, elle est sortie de sa chambre, enveloppée dans une couverture comme si elle ne faisait plus confiance au mur. Elle s'est assise à table, a regardé ses mains, et a dit très doucement « Je ne veux plus les revoir ». J'ai dit « D'accord ».
Elle a levé les yeux comme si elle ne me croyait pas, même papy. Surtout papy. C'était la première fois qu'elle souriait. Un sourire petit, confus. Comme si elle vérifiait si c'était permis. Plus tard, elle m'a tout raconté. Ils s'étaient disputés pendant un moment. À propos de son téléphone. De son attitude. De choses sans réelle importance. Elle a dit qu'elle voulait juste s'arrêter une minute, qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes. Mon père lui a dit non, qu'il ne s'arrêterait pas à nouveau, qu'elle devrait attendre d'être de retour près de la ville. Elle a demandé à nouveau. Connor a grogné. Brooke a levé les yeux au ciel. Jason lui a dit de laisser tomber. Mon père a finalement freiné brusquement, marmonnant que si elle voulait se comporter comme une enfant, elle pouvait aller derrière un arbre comme une enfant. C'est ce qu'elle a fait. Quand elle est revenue, la voiture était partie. Elle a attendu 5 minutes avant de réaliser que ce n'était pas une blague. Puis elle a marché. Des heures. Elle a dit que les bois faisaient des bruits qu'elle n'avait jamais entendus auparavant. J'ai gardé un visage impassible pendant qu'elle parlait, mais mes mains tremblaient sur la table. Le lendemain matin, j'ai appelé le bureau du shérif. La femme au bout du fil a immédiatement reconnu mon nom. « Oh, vous êtes le papa » a-t-elle dit. « Votre fille va bien ?»« Elle va bien maintenant » ai-je répondu. « Je veux porter plainte. » Je pouvais presque entendre le silence se faire de son côté. Ils ont pris l'affaire au sérieux. Mineur. Zone isolée. Observation de faune confirmée. À midi, j'avais donné 3 dépositions, épelé chaque nom 2 fois, et joint le rapport de recherche. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, de stable, comme si je me tenais debout après une longue baignade. Ce n'était pas de la vengeance, c'était la gravité. Le téléphone a sonné ce soir-là. Mon père. « Mais qu'est-ce que tu as fait, bordel ?» a-t-il dit. « Le shérif vient de m'appeler. Tu as appelé la police contre ta propre famille. Vous avez laissé ma fille dans les bois, ai-je dit. Ce n'est pas une famille. C'est un crime. Arrête d'exagérer, a-t-il lancé. Elle va bien. Tout le monde va bien. Tu nous as fait passer pour des fous. Alors peut-être, arrêtez de faire des choses de fous, ai-je répondu. La voix de Jason s'est fait entendre ensuite. Il devait être sur haut-parleur. Tu te rends compte de ce que tu as fait, Aaron? Ils m'ont parlé. J'ai des enfants. Tu sais ce que ça implique? Les services sociaux pourraient débarquer chez moi. Peut-être qu'ils devraient, ai-je dit. Tu détruis cette famille, a crié mon père. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Vous voulez dire, après tout ce que vous m'avez fait, ai-je corrigé. C'est fini, a dit mon père. C'est terminé. Tu n'es plus mon fils. On n'appelle pas les flics contre son propre sang. Tu es rayé du testament. Rayé de tout. Bien, ai-je dit. Au moins, nous sommes d'accord sur quelque chose. Il a raccroché. Le silence qui a suivi était plus fort que les cris. Cette nuit-là, j'étais assis sur le canapé, l'ordinateur portable ouvert, sans vraiment voir l'écran. Elle dormait de nouveau, recroquevillée au bout du canapé, comme si elle ne voulait pas que la distance entre nous devienne trop grande. J'ai pensé à toutes ces années où j'avais essayé de maintenir la paix, au dîner où je m'étais mordu la langue jusqu'au sang, aux appels que j'avais ignorés pour ne pas déclencher une autre dispute. Maintenir la paix ne nous avait jamais protégés. Cela n'avait fait que les maintenir dans leur confort. J'ai ouvert un dossier sur mon bureau que je n'avais pas regardé depuis des années. Document famille affaires juridiques. À l'intérieur se trouvait un PDF intitulé Fiducie de la succession Walter Pierce. Scan. Papy Walter. La seule personne qui m'ait jamais dit que j'étais très bien exactement comme j'étais. Il était mort quand j'étais à l'université, ou l'aurait été si la vie avait été différente. Je me suis souvenu de quelque chose à propos d'une clause de bonne moralité. À l'époque, mon père en avait ri. Ton grand-père était vieux jeu. Il pensait que la morale comptait. Peut-être qu'elle comptait toujours. J'ai commencé à lire, ligne par ligne, à travers un jargon juridique qui sentait la poussière et le regret. Et c'était là. Tout héritier reconnu coupable d'un acte criminel envers un membre de la famille perdra tout droit à la succession. Je n'ai pas bougé pendant une minute entière. Puis j'ai dit, doucement, à personne en particulier, merci,
papy. Le lendemain matin, mon téléphone a de nouveau sonné. C'est Éric Dalton, l'avocat et compagnon de boisson de mon père. Il s'est raclé la gorge comme s'il s'agissait d'un appel de condoléances. Aaron, a-t-il dit. Je t'appelle juste pour te faire savoir que ton père a apporté quelques modifications à son testament. Tu n'es plus bénéficiaire. Je m'en doutais, ai-je dit. Il me l'a dit hier soir. Eh bien, a continué Eric, il est sérieux. Il dit que la loyauté familiale compte plus que l'argent. Je suis désolé. Moi non, ai-je répondu, et j'ai raccroché. Dans la matinée, j'avais appelé Julia Patel, la seule avocate dont j'avais gardé le numéro pour les urgences. Elle était calme, pragmatique, et tout le contraire de tous les membres de ma famille. Quand j'ai fini de lui raconter, elle a dit, « Donc, vous voulez savoir si cette clause est applicable ? » « Je veux savoir si la justice l'est, » ai-je répondu. Elle a fait une pause. « Laissez-moi examiner ça. » Allée est entrée dans la cuisine alors que j'en étais à mon deuxième café. Elle portait un de mes sweatshirts, les manches tombant sur ses mains. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé. « Je fais quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Elle a hoché la tête lentement, comme si elle ne comprenait pas tout à fait, mais voulait me faire confiance. Puis elle s'est versé des céréales et s'est assise en face de moi, de la même manière qu'elle le faisait quand elle était petite. Nous avons mangé en silence, faisant tous les deux semblant que c'était juste un matin comme les autres. Ce n'en était pas un. Cet après-midi-là, un adjoint a appelé pour confirmer que l'enquête avançait. Ils avaient interrogé mon père et Jason. Ont-ils avoué, ai-je demandé. Il a hésité. Ils ont dit que c'était un malentendu. Bien sûr. Quand il a raccroché, j'ai ri une fois, un rire court, sec, surpris par le son. Allée a levé les yeux du canapé. Quoi, a-t-elle demandé. Rien, ai-je dit. Juste une impression de déjà-vu. Ce soir-là, je me suis rassis devant l'ordinateur. Le fichier de la fiducie était toujours ouvert. Les mots « bonne moralité » me fixaient comme un défi. J'ai pensé à toutes ces années où ces mots avaient été transformés en insultes. Sensible? Dramatique? Faible? Il l'avait dit comme si c'était des défauts, mais c'étaient les seules parties de moi qui m'avaient jamais gardé humain. J'ai fait défiler le document jusqu'en bas et j'ai commencé à rédiger un email à Julia. Faisons-le, ai-je tapé. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Le bureau de Julia Patel sentait le café et la détermination. Je lui avais tout envoyé la veille. Les rapports, les journaux d'appel, la diatribe de mon père sur le fait de me rayer de son testament. Elle feuilletait un dossier maintenant, calme comme la gravité. Alors, a-t-elle dit, votre père prétend qu'il a légué la maison à votre frère? C'est l'histoire, oui. Son compagnon de boisson a appelé pour le rendre officiel. La bouche de Julia a eu un léger soubresaut. Celui qui n'est pas réellement son avocat? Oui, celui-là. Elle a hoché la tête une fois. Alors, voici la bonne nouvelle. La maison n'appartient pas à votre père pour qu'il puisse la donner ou la léguer à qui que ce soit. À sa mort, elle vous revient automatiquement, avouée à votre frère. Je l'ai dévisagé. Donc, tout ce discours sur le fait que je suis rayé du testament, c'était de la comédie. J'ai ri une fois, un rire à moitié fait d'air, à moitié d'incrédulité. Julia a tourné une autre page. Et vous aviez raison sur la clause de bonne moralité. Elle est juste ici. Si un bénéficiaire nuit à un membre de la famille, il perd sa part. Papy adorait ce genre de choses, ai-je dit. Il nous disait toujours que la morale comptait plus que l'argent. Alors il était en avance sur son temps. J'ai souri, mais le sourire s'est coincé quelque part dans ma poitrine. L'entendre à voix haute rendait tout cela réel. Le fait que la maison, son trophée préféré, n'avait en réalité jamais été à lui. Ce n'était pas juste une maison. C'était l'histoire qu'il avait vendue à tout le monde. Qu'il avait construit quelque chose de grandiose, que les hommes pires savaient comment gagner. Valeur marchande, peut-être 800 000 €. Valeur de fierté, inestimable. Julia a fermé le dossier. Je m'en occupe à partir de maintenant. On a frappé à la porte quelques semaines plus tard. Mon père et Jason se tenaient sur le seuil, deux tempêtes jumelles en chemise à carreaux. Tu étais vraiment obligé de rendre ça public, a commencé Jason. Mon père n'a pas attendu. Tu me donnes une mauvaise image.
Tricia pose des questions. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je ne sais pas, ai-je répondu. Peut-être la vérité. Il a froncé les sourcils. Tu transformes ça en cirque. Tu as appelé la police, et maintenant tu nous traînes au tribunal? Pourquoi? Pour avoir laissé un enfant dans les bois. Ce n'était pas comme ça, a-t-il lancé. Tu as tout déformé. Jason s'est agité derrière lui. Tu déchires cette famille. Je n'ai pas haussé la voix. Vous avez fait ça vous-même. Mon père a pointé un doigt vers moi. Tu ne fais plus partie de la famille. Ça me va, ai-je dit. La famille ne doit pas forcément être un héritage. Il s'est retourné et s'est éloigné, marmonnant quelque chose sur la trahison. Jason a suivi, plus lentement, comme s'il n'était pas sûr de quel côté se ranger. Quand la porte s'est fermée, l'appartement semblait trop silencieux. J'ai texté Julia juste après. Ils sont venus. Je l'ai enregistré. Elle a répondu, bien. On y est presque. Pendant quelques semaines, la vie a retenu son souffle. Allée était plus silencieuse, mais plus stable. Elle a recommencé à dormir toute la nuit, à faire de petites choses, lire sur le balcon, cuisiner avec moi, rire devant de mauvaises émissions de télé. Parfois, elle me regardait et me demandait, « Tu penses qu'ils se sentent mal, au moins ?» Peut-être, répondais-je. Mais ce n'est plus notre problème. L'audience est arrivée plus vite que prévu. 15 minutes, une salle de tribunal, pas de théâtralité. Julia s'est occupée de tout. Le juge a examiné le rapport de police, la clause de la fiducie, l'accord de plaidoyer, et a dit « accordé ». C'était tout. Julia s'est penchée et a murmuré « félicitations ». J'ai laissé échapper un petit rire. C'est ça, le son de la justice? Efficace, au moins, a-t-elle dit. Après ça, tout a changé, tranquillement. Mon père et Jason ont tout perdu. Mon père a déménagé. La femme de Jason a commencé à poster des citations sur le pardon en ligne qui ne sonnaient pas très pardonnantes. Je n'ai pas célébré. Je n'ai même pas pleuré. J'ai juste dormi. Vraiment dormi. Quand Ale et moi avons emménagé dans la maison, elle semblait identique, mais en même temps plus grande, comme si les murs avaient enfin cessé de retenir leur souffle. Ale a choisi un vert tendre pour sa chambre. J'ai choisi le blanc, parce que je n'avais pas encore décidé qui j'étais, ici. Julia a appelé une semaine plus tard pour prendre des nouvelles. Comment ça va? Comme si la maison appartenait enfin à quelqu'un qui ne la remplira pas de fantômes. Elle a ri. C'est une victoire juridique et poétique. Ale commence l'université cet automne. Psychologie. Elle dit qu'elle veut comprendre pourquoi les gens se blessent les uns les autres et appellent ça de l'amour. La semaine dernière, elle m'a demandé si je me sentais coupable. J'ai réfléchi longtemps avant de répondre « non ». Je me sens juste. Fini. Elle a hoché la tête. Bien. C'est mieux. Ça l'est. La maison a été estimée à un peu plus de 800 000 €. Nous la possédons entièrement. Pas d'hypothèque. Pas de propriétaire. Pas de menace. Pour la première fois depuis des années, je n'enchaîne pas les services et je ne joue pas à Tetris avec les factures. L'argent que je raclais pour le mettre dans le bocal universitaire de Ale couvre maintenant les cautions et les forfaits repas sans difficulté. Ale a été acceptée à l'université du Michigan. Elle parle des rideaux de sa chambre d'étudiante comme s'il s'agissait de politique nationale et prétend qu'elle ne pleurera pas le jour du déménagement. Quand l'acceptation est arrivée, elle a dit « Je suppose que papy a finalement aidé ». J'ai répondu « Il l'a fait ». Juste pas de la manière qu'il avait prévu. Quant à moi, avant que tout ne déraille, je voulais faire du droit. Puis je suis tombée enceinte à 18 ans et le « plus tard » n'est jamais venu. La fiducie a changé ça. Avec un toit payé et le bruit disparu, je me suis inscrit à un programme de droit à temps partiel. Pas pour courir après un drame judiciaire, juste pour comprendre le monde qui me faisait peur autrefois. Mon père a pris la direction opposée. Il a vendu le camion, loue un studio minuscule près de l'autoroute, et garde les rideaux fermés. Tricia est partie. Jason garde ses distances. Les services sociaux passent encore de temps en temps. Nous ne nous parlons pas. Parfois, je passe devant l'immeuble de mon père en allant en cours. Je ne ralentis pas. Je n'accélère pas non plus.
Je continue simplement ma route. La maison est calme ces jours-ci, lumineuse le matin, douce le soir. Allez, appelle ça, paisible. J'appelle ça, chez moi. Alors, qu'en pensez-vous? Ai-je été trop loin, ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour en savoir plus.